Du coup, l'exercice 1, c'était rappeler la formule du qui 2 dans le cadre des effectifs, d'un tableau des effectifs. Du coup, vous comprenez que du coup, l'exercice 1, ça va être peut-on affirmer que le choix de la série dépend du sexe, donc la question 2 de l'exercice 1. Donc ça va falloir faire un test d'indépendance du qui 2 pour voir s'il y a dépendance ou non entre les variables. Donc déjà, la formule du qui 2, c'est une somme. Donc en fait, on va mettre i, donc ça va être garçon, fille, donc c'est les lignes. Donc on va partir de 0 jusqu'à n. On va dire que n c'est le nombre de lignes, donc c'est 2. Ok, je vais le mettre là. N égale 2 et p égale 3. C'est le nombre de colonnes. Ok. Et après c'est la somme de j égale 0 à p. Donc il va falloir faire un tableau. Donc c'est les KIJ. Donc les KIJ c'est les éléments là. C'est-à-dire qu'on va avoir KIJ K de 0, 0. K de 1, 1. Ça va être 53. K de 1, 2. Ça va être 27, K de 1, 3, ça va être 20, etc. Okay. Moins KIJ'. KIJ', on va voir ce que c'est. C'est les KIJ du tableau des effectifs théoriques qu'on va faire sur KIJ', et là c'est au carré. Donc il va falloir faire un tableau des valeurs attendues en cas d'indépendance. Donc ça, on a rappelé la formule. Maintenant, on passe à la question 2. Peut-on affirmer que le choix de la série dépend du sexe? On pose l'hypothèse H0, d'accord? Il y a indépendance entre le sexe et la série. Et on va voir si on arrive à valider ou non cette hypothèse. Okay. Donc en gros, il y a 3 trucs à savoir en ADD. Il y a ACP, AFC et test indépendance du qui 2. Une fois qu'on a posé cette hypothèse, donc là on a notre tableau qui nous donne, et là on va construire nous-mêmes le tableau des effectifs théoriques. Donc en fait, le tableau des effectifs théoriques, qu'est-ce que c'est? On construit le tableau si l'hypothèse H0, donc s'il y a indépendance entre les sexes, c'est le table'au qui est attendu en cas d'indépendance des deux variables. Et ce tableau, il se construit comment? C'est donc à l'intérieur, ça va être les KIJ', c'est-à-dire que là, nous, dans ce tableau-là, on a les KIJ. Là, on va avoir les KIJ'. Et les KIJ', ça va être égal au KI fois les KJ sur l'effectif total. Ok. Donc si on construit un petit tableau là, vite fait, d'ailleurs, ça serait bien qu'on calcule les KI et les KJ de ça. Alors si je fais ça, comment on fait pour calculer les KI et les KJ? C'est-à-dire que là on va avoir nos cas, c'est-à-dire que ça va être la somme en fait de ce qu'il y a, la somme de chaque ligne ou chaque colonne. Donc 53, 47, ça fait 100. 27 plus 23, c'est 50. 20 plus 30, ça fait 50. La somme de 100 plus 50 plus 50, ça fait 200. 200, c'est l'effectif total, c'est n. Pareil pour les lignes. 47 plus 23 plus 30, ça fait 100. Et la première ligne, elle fait 100 aussi, la somme. Donc là, on a calculé nos KI et nos KJ. Là, ce qu'on peut faire, du coup, c'est continuer à construire notre tableau des effectifs théoriques. Donc là, on va avoir garçon, fille. Là, on va avoir les S. Là, on va avoir les ES, là les L. Ok. Donc comme tout à l'heure, sur le côté ça change pas, ok. Donc là on va avoir toujours 100, 100, 200, 100, 50, 50. Et donc là par exemple, si on va pas le faire pour tous, mais si on fait par exemple ensemble la première case là, qu'est-ce qu'on met dans cette première case avec cette formule, à partir de cette formule là? Prendre les KI fois le KJ sur N. C'est-à-dire qu'on va faire 100 fois 100 sur 200. Donc 100 fois 100, 100 fois 100 sur 200. Bon, le résultat c'est 50. Ok. Donc si on construit l'ensemble du tableau comme ça, ça va être notre tableau des effectifs en cas d'indépendance. C'est-à-dire que chaque variable, vous voyez, va avoir le même poids. C'est-à-dire que là, pour les garçons, on va en avoir 50 en S, 50 ici. 25 ici, 25 ici, 25 ici, 25 ici. Si vous appliquez cette formule, vous obtenez la même chose. Mais du coup, en toute logique, ça fait ça. Parce que sans ce tableau-là, vous ne pouvez pas faire le test d'indépendance du qui 2. Mais une fois que vous avez ce tableau-là, il reste plus qu'à appliquer cette formule-là. C'est-à-dire que vous allez faire, donc il va y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 sommes au total. Et la première somme, elle va être égale à... On va pas le faire en entier ensemble, mais pour calculer le qui 2 observé, le qui 2 observé, il va être égal, donc le premier KIJ, on est d'accord que c'est 53, moins, donc on prend celui qu'on nous donne, plus moins le théorique, on met le tout au carré, et on fait le tout sur le théorique. Et là on fait encore plus,
Là, pareil, ça va être donc du coup plus 27 moins 25 au carré. Enfin, 27 moins 25, le tout au carré, sur 25, etc. Okay. Et donc du coup, si vous faites ça, vous obtenez la formule qu'ils vous ont donnée dans le... Enfin, il y a la correction de ça sur le modèle, mais qui n'est pas du tout détaillée. Il y a juste les valeurs en fait. Donc vous obtenez 2,68. Donc une fois qu'on a notre Q2 observé, il va falloir le comparer au Q2 théorique. D'accord. Et le Q2 théorique, on l'a grâce à la table d'indépendance du Q2 qu'on nous donne plus bas dans le sujet qu'on va aller voir. Juste on va calculer le degré de liberté, parce qu'en fait, regardez, si on descend tout en bas, le Q2 théorique, on a deux choses. On a notre degré de liberté, donc qui est sur les lignes, ici, et on a le pourcentage de se tromper, donc le seuil de risque, ici, sur les colonnes. C'est-à-dire que si, du coup, tout à l'heure, si on rappelle, on avait n qui était le nombre de lignes qui est égal à 2 et p qui est égal à 3. Donc le degré de liberté qui est égal à n-1, p-1. Ça c'est tout le temps comme ça, c'est dans le cours. Donc ça fait 2-1, ça fait 1. Donc ça fait p-1. 3-1, ça fait 2. Donc là, on a 2. Okay. Donc on est d'accord que là, on va se référencer par rapport à la deuxième ligne. On a notre degré de liberté qui est égal à 2. Et on a trouvé un Q2 observé, on a dit, qui est égal à 2,68. Est-ce que dans quel cas on va rejeter l'hypothèse et dans quel cas on va accepter l'hypothèse? C'est-à-dire que si on a le Q2 observé qui est inférieur au Q2 théorique, il se passe quoi? Ou si on a le Q2 observé supérieur au Q2 théorique, il se passe quoi? On accepte ou on rejette l'hypothèse H0? Dans quel cas? Et dans quel cas on garde l'hypothèse H0? Donc du coup là on accepte H0 et là on rejette H. Bon là faut juste la prendre. Moi je connais pas. Donc là si on prend notre Q2 théorique, on a dit que notre Q2 observé 2,68. Donc nous l'idéal ça serait d'accepter l'hypothèse H0. D'accord? Il faudrait que le seuil de risque, donc là on a un seuil de risque dans ce cas, au mieux ici là, on a un seuil de risque, on va noter alpha, qui est égal à 0,05%. On est OK? Donc là, on a un pourcentage de risque de se tromper dans ce qu'on dit qui est inférieur à 0,05%. Donc si on prend un Q2 théorique de 10,6%, on est d'accord qu'on est dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'on va accepter H0. Sauf que nous, l'idée de quand vous faites le test d'indépendance du Q2, ça va être d'essayer de voir au maximum vers où on peut aller ici pour pouvoir être dans ce cas-là. Donc on voit si on prend un degré de liberté, un pourcentage d'erreur un peu plus grand, on est toujours dans le deuxième cas. Ici pareil, si on prend 5% d'erreur, on est toujours dans le deuxième cas. Si on prend même 25% d'erreur ici, on va être toujours dans le deuxième cas. C'est-à-dire que pour pouvoir être dans ce cas-là, on va prendre un seuil de risque qui va devoir être de 50%. Okay? Donc c'est-à-dire que si on veut accepter l'hypothèse H0, on peut dire on accepte l'hypothèse H0, sauf qu'il y a 50% de chances qu'on se soit trompé. Okay? Donc là ça commence à être trop. En général, les seuils de risque, en général il faut les prendre. Il faut que ça soit en général ça dépasse pas trop ça, quoi. En général c'est 5% ou 1% en général. Donc soit ils vous le donnent dans l'énoncé, ils vous disent voilà, calculez le Q2 théorique, prenez le Q2 théorique avec un seuil de risque de 5%, 1%, voilà, ils vous donnent le chiffre. Soit vous faites comme ça, vous essayez de voir jusqu'à où vous pouvez accepter ou rejeter l'hypothèse H0. Et donc là on voit que si on veut l'accepter, on est à 50%, donc on peut pas accepter l'hypothèse, donc on va rejeter notre hypothèse H0. Donc là, peut-on affirmer que le choix de la série dépend du sexe? Bon, donc du coup là, on peut pas accepter l'hypothèse H0 parce qu'on a le Q2 observé de 68 qui va être supérieur au Q2 théorique. Du coup, on rejette notre hypothèse H0. Du coup, il y a dépendance entre les deux. Donc là, pour la question 2, sur le département donné, il faut exactement faire la même chose. C'est-à-dire que là, vous allez prendre ce tableau-là. Donc dans l'ordre, le test d'indépendance du Q2, on fait quoi? On prend ce tableau-là, on calcule le tableau des effectifs théoriques avec cette formule-là,
On calcule notre Ki2 théorique qui est égal à, qui va être égal à 1000, enfin, qui est égal à 53 moins ça au carré sur ça. Donc on va calculer notre tableau théorique. Et une fois qu'on a ce tableau théorique, on calcule le Ki2 observé. Et une fois qu'on a le Ki2 observé, on calcule notre degré de liberté, notre seuil de risque, on le trouve ou on nous le donne dans l'énoncé. Et on le compare à notre Ki2 théorique et on accepte ou on rejette l'hypothèse. Le degré de liberté, regarde, si tu vois là, tu as un tableau avec n égale 2 parce que tu as 2 lignes et p égale 3 parce que tu as 3 colonnes. Et la formule du degré de liberté, c'est égal à n-1, p-1. C'est-à-dire que là, le degré de liberté, nous, on a trouvé 2, parce que si tu remplaces dans la formule, là, tu obtiens 2, quoi. 2 moins 1, ça fait 1, et 3 moins 1, ça fait 2. Donc 1 fois 2, ça fait 2. Voilà, en vrai, test d'indépendance du Q2, je pense que parmi ACP, AFC et test d'indépendance, je pense que le test d'indépendance, c'est ce qu'il y a de plus simple. Okay. Donc l'exercice 2, on nous donne un tableau donc, des effectifs et on nous donne un tableau des profils. Donc là, on est dans le cas d'une AFC. Ok. On est dans le cas d'une AFC, pourquoi ? Pourquoi là, on ne fait pas une ACP avec ce tableau-là ? L'ACP, c'est qu'on a des données quantitatives. Ok ? Et l'AFC, c'est qu'on a des données qualitatives. Est-ce que le droit, l'économie, l'être, c'est quelque chose qui a un chiffre ? C'est pas quantitatif. Une taille, c'est 170 cm, ça c'est une quantité. Ok ? L'être, à l'intérieur, dès qu'à l'intérieur vous avez des effectifs, en général c'est tout le temps une AFC. Et puis en plus là on voit bien qu'une AFC ça se fait dans le cas où on a deux variables avec une infinité de modalités. Là on a sur les colonnes on a des variables qui est par exemple le domaine ou le type, la filière. C'est-à-dire qu'on va avoir filière qui est la variable ici, et avec plusieurs modalités. Donc les modalités de filière, ça va être droit, économie, lettres, sciences, santé, IUT. Okay. Et pareil pour les lignes, on a une deuxième variable sur les lignes, avec plusieurs modalités. C'est les types, les catégories socio-professionnelles du père. Agriculteur, artisan, c'est différents d'autres modalités. Donc là, on est pile dans le cas d'une AFC. Okay, donc AFC, car variable qualitative. Et on a deux var avec des modalités. Donc ça peut être une question du DE. Pourquoi on ferait, pourquoi une AFC, pourquoi une ACP. Donc ensuite, première question, ce tableau-là, c'est un tableau profil ligne ou profil colonne. Pour le savoir, il faut juste regarder, calculer en fait les valeurs ici. Là, ils les ont pas mis en fait, c'est dommage qu'ils mettent pas les totaux, c'est à nous de les calculer, c'est un peu chiant. Mais si on calcule les totaux ici à chaque fois, on va pas le faire pour tous, mais si on en calcule pour quelques-uns, si on calcule celui de la première ligne là, on va obtenir 100%. On voit bien que si on calcule par exemple celui-là, on va avoir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 130% à peu près. Donc là, nous, on va avoir 130% à peu près. D'accord ? Donc on va pas avoir des 1 ici sur la... On va avoir là quasi... Donc du coup, là, on va avoir des 1 ici partout. C'est de la définition des tableaux profil ligne ou profil colonne. Donc du coup, si vous avez des 1 ici, ça veut dire que c'est un tableau des profils lignes. Si vous avez des 1 ici, donc que des 100%, donc 100% ça fait 100 sur 100 ça fait 1. Si vous avez que des 100% ou des 1 ici, c'est tableau des profils colonnes. Et donc la justification c'est simplement parce que là on a 100%. On a 100% sur les... ici. C'est juste la justification. Ensuite, compléter les deux tableaux précédents. Donc là pareil, il va falloir calculer là quelques effectifs totaux. Donc par exemple, est-ce qu'on pourrait calculer... Là on voit que profession intermédiaire, en fait on sait que le tableau des profils lignes, la formule, ça va être les KIJ sur les KI. Donc les KI c'est ce qu'il y a ici, okay, et les KJ c'est ce qu'il y a là. Donc ça va être les KIJ sur les KI. Donc l'idée,
on va dire que les KIJ, c'est ce qu'il y a dans ce tableau-là. C'est-à-dire que ça, c'est K1, K1, etc. Et on va appeler par exemple XIJ les valeurs qui sont dans ce tableau-là. Okay, donc nous, le KI, c'est les valeurs qui sont ici. Qu'on n'a pas, c'est nos totaux qui sont là en fait. Donc du coup, on va pas tous les recalculer à la main, mais là, il va falloir juste en calculer 2 principalement. Parce que là, dans ce tableau-là, pour calculer les valeurs ici, il nous manque le tableau des professions intermédiaires employées. Donc il va falloir calculer profession intermédiaire, il va falloir calculer celui-là et celui-là. Ok, donc pour calculer celui-là, vous faites la somme de toute la ligne là, ou la somme de toute cette ligne là. Si vous faites la somme de toute cette ligne là, vous allez obtenir 98 597 et ici 412 056. Bon, je vous laisse faire les calculs hein, si vous voulez, je ne vais pas les faire même. Ouais, donc du coup, là pour calculer la valeur qui est ici, est-ce que quelqu'un sait quel calcul il va falloir faire? Tu peux faire 2 trucs. Soit tu fais un produit en croix pour faire ça, soit tu appliques cette formule-là en fait. C'est-à-dire que ton KIJ, tu vas faire ton 19 398. Tu as 2 possibilités en fait. Bon, après, ouais, tu peux faire un rapport aussi parce que du coup, on a d'autres formules, on a d'autres valeurs. Donc tu peux faire le pourcentage comparer cette valeur, et cette valeur-là, donc profession intermédiaire, lettres, et cette valeur-là, tu fais le rapport de ça, et après tu fais pareil, et tu fais le rapport de ça, et tu obtiens la même chose, tu fais un produit en croix. Donc, il y a 2 possibilités. Là, nous, on a essayé d'appliquer cette formule-là, donc on a calculé les 2 totaux-là, et là, on applique la formule de base. Donc si vous appliquez cette formule-là, là, vous allez obtenir ici vos valeurs, donc 11,44 et 10,59 ici. Et là, pareil, vous allez obtenir en bas 13,31. Je vous laisserai vérifier les calculs, mais Et ensuite, là, il nous manque 2 valeurs ici. Donc c'est vrai que pour faire les 2 valeurs ici, on va être obligé de faire un produit en croix. Donc soit il y a le produit en croix de tout à l'heure, soit deuxième possibilité, ce qu'on peut faire, c'est de déterminer les totaux qu'on a ici. C'est-à-dire qu'à partir de cette formule-là, on peut dire que les KI, c'est égal au XIJ fois KIJ. C'est-à-dire que là, si vous prenez une valeur, n'importe laquelle, c'est-à-dire que là, on va essayer de calculer la valeur ici, là. Parce qu'une fois que tu as cette valeur-là, une fois que tu as cette valeur-là et cette valeur-là, ces 2 valeurs, elles se calculent toutes seules, ok? Donc là, on a dit qu'on avait ça. Donc là, tu vas prendre une valeur, c'est-à-dire qu'on va sélectionner 2 valeurs, par exemple, on va prendre celle-ci. Et donc là, on prend la même dans le tableau des profils lignes, qui est celle-là. Et pour la deuxième, on fait pareil. Ouais. Donc c'est-à-dire que là, on a notre XIJ, et là, on a notre KIJ. Donc si on fait le XIJ fois le KIJ, là j'ai écrit, non, c'est le KIJ qui est égal au XIJ fois le KI. Donc du coup, on a nos 2 valeurs ici. Et si tu fais le rapport de ces 2 valeurs, c'est-à-dire que si tu fais 16 141 ok, sur 16,37, donc là tu mets sur 100, ok, donc là le sur 100, on est d'accord que tu peux faire ça en fait. Tu le passes ici, fois 100. Et là tu vas obtenir si tu fais ce calcul là, tu obtiens une valeur ici. Moi, je ne l'ai pas fait avec les mêmes valeurs tout à l'heure, je l'ai fait avec les valeurs d'économie ici. Donc, je vais vous donner le résultat. Après, peut-être comme c'est des approximations, ça sera peut-être pas exactement le même résultat à quelques chiffres près. Mais dans tous les cas, de toute façon, au DE, les profs vous compteront. Donc là, on a 98, tu obtiens 412, 0,56. Pareil, hein, là, moi, je les ai pas fait avec ces valeurs-là. Je les ai fait avec les 2 valeurs là, économie et ces 2 là. Donc du coup, vous allez peut-être obtenir des résultats un poil différents, mais ça sera 412, 0, 42. Enfin, ça va pas beaucoup varier. Donc maintenant, il y a juste à faire la somme de 16 141 plus 15 884 plus 19 233 plus celle-ci plus celle-ci. Vous allez obtenir un chiffre. Et vous faites ça moins le chiffre que vous avez obtenu. C'est-à-dire que vous faites ça moins le chiffre que vous avez obtenu et vous obtenez cette valeur ici. Et pareil pour cette là. Ok. Donc là, les valeurs que vous allez obtenir, si vous faites
412 056 moins le total de ça. Ça va faire... je sais plus combien ils obtiennent, mais je vous laisserai le faire. Je crois que ça doit faire 102 107, 24 606. Après, moi là on l'a fait avec cela. Si vous le faites par exemple avec cela, avec cette colonne-là, ici vous pouvez obtenir quelque chose qui varie légèrement, parce que normalement vous obtenez des chiffres, virgule 4, 4, 3, 6, j'en sais rien, mais vous obtenez des chiffres après la virgule, donc c'est des approximations. Donc là vous allez peut-être avoir des valeurs qui varient un peu. Une deuxième question que là n'est pas posée, mais on aurait pu vous demander de... Donc là on a le profil, c'est-à-dire que là vous allez calculer... Donc là on a un profil ligne, ok. C'est-à-dire que là on va avoir que des 1 partout, mais ici ça va être le profil ligne moyen que vous allez obtenir. D'accord? C'est-à-dire qu'ici vous allez additionner tout ça, et vous allez obtenir le profil ligne moyen. Et l'idée ça va être de sélectionner les individus qui sont surreprésentés ou qui sont sous-représentés. D'accord? Donc pour faire ça, vous allez faire plus ou moins 10%. C'est-à-dire que là on va le faire pour la colonne science. D'accord? Parce que j'ai calculé le pourcentage, j'ai approximé le pourcentage. Quoique là il aurait fallu le diviser par le pourcentage total. Vous voyez là, regarde, il y a là nous on est dans ce cas-là, d'accord? On a des 1 ici et là on a le profil moyen. Donc là on a des 1 ici et là on a notre profil ligne moyen. Là il va falloir faire sur le 0,401, vous allez prendre plus ou moins 10% de ça. Donc si vous faites 10% de 0,401, je vais juste le calculer, je sais pas comment ça fait du tout. Du coup vous allez prendre entre 0,036 et entre 0,044. D'accord, vous prenez 10%, et vous faites un intervalle comme ça, de plus ou moins 10%. Et ce que vous allez faire, vous allez sélectionner tous les individus qui sont au-dessus de la première valeur et de ceux qui sont en dessous de cette valeur. Donc là, par exemple, si on fait ça comme ça, ceux qui sont en dessous de 0,36, il y a celui-là. Et pourquoi j'ai mis 0,036, pardon? J'ai écrit n'importe quoi. C'est 0 et 0,36. Ok. Donc, si on fait ça, là, vous allez obtenir celui-là, celui-là, et là, vous allez obtenir celui-là et celui-là. Là, ils sont tous sélectionnés, mais ils ne sont pas obligés d'être tous sélectionnés. Okay. Donc là, en bleu, vous allez pouvoir dire que jeune et je crois que ça doit être jeune et ça doit être adulte, ça doit être les femmes. Donc ils sont surreprésentés pour le champ. Okay. Et les adultes, les hommes et les vieux, ils sont sous-représentés. Bon, ça aurait pu être une question, ok. C'est juste à savoir. Dernière question, on nous donne les valeurs propres. Donc là, on nous en donne 1, 2, 3, 4. C'est les plus grandes. Combien il y a de valeurs propres? On nous donne les 4 plus grandes, mais combien il y aurait dû en avoir? Ouais, 6. Ouais, voilà. C'est-à-dire que le nombre de valeurs propres est égal au nombre de colonnes. C'est tout le temps comme ça, parce qu'en fait, le nombre de valeurs propres, ça va être... on va prendre ça va être ces valeurs-là, et on va essayer de supprimer le nombre de valeurs sur lesquelles le nombre de variables sur lesquelles on étudie. Donc c'est à dire que là nous on va prendre donc là ils nous en donnent 4, ça veut dire qu'on estime que les autres vont être égales à 0. Okay. Donc là, effectuer un test d'indépendance de ces données. Donc c'est le test du Ki2 qu'on a fait juste avant. Donc on va faire tout pareil, sauf que tout à l'heure, là on avait un peu galéré pour calculer le Ki2 observé. C'est-à-dire que là, pour faire le Ki2 observé, il avait fallu faire le tableau des effectifs, calculer tout ça, et pour calculer le Ki2 observé, il avait fallu faire tout ce calcul-là. Okay. Là, dans le cahier d'une AFC, quand on vous demande de faire un test d'indépendance, il y a une formule qui est grave bien, c'est que le Ki2 observé il est égal à n fois r, avec n le nombre d'effectifs total, donc on nous le donne dans l'énoncé, je crois. Ouais, on nous le donne ici. C'est 1 386 065. 1 386 065. Et R, c'est égal à la somme des valeurs propres. C'est-à-dire que là, vous avez aussi une valeur propre qui est 1. Ok? Parce que c'est la valeur propre triviale. Ça, c'est une valeur propre non triviale. Donc là, l'idée, ça va être de faire la somme des valeurs propres non triviales. C'est-à-dire qu'on va avoir 0,20
0,013, 0,003, et, enfin, pardon, c'est des plus là, et 0,002. Donc, et vous obtenez 0,038. Ok? Donc là, maintenant, pour calculer le QI observé, bah, c'est hyper facile. Tout à l'heure, on a dû calculer le tableau des effectifs théoriques, etc. pour pouvoir faire en fait tout ça pour faire en fait ce calcul-là qu'on a ici. Mais là, il n'y en a pas besoin. Donc, vous obtenez 1 386 065 fois 0,038 et ça fait 52 670. Ok? Donc là, pareil, si vous prenez donc votre degré de liberté, quelqu'un, du coup, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, là, qui c'est qui m'a posé la question du degré de liberté? Bref, est-ce que quelqu'un, du coup, sait là que vaut le degré de liberté? C'est-à-dire qu'on a P qui égale à 6, donc ça fait 5. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir 6, enfin 6 moins 1, donc 5, fois 7, 8. Du coup, on a un degré de liberté qui est de 35. Bon, bah du coup, si on fait comme tout à l'heure, qu'on essaye d'aller sur la table la table d'indépendance du Q2, donc on a notre degré de liberté qui est de 35. Ah là, il nous donne pas la valeur, c'est bien embêtant ça. Du coup, les deux extrêmes, on va prendre 30 ici et 40 ici. Nous, on a trouvé un QI observé qui était égal à 52 670, je crois. Ok? Est-ce que là, vous voyez une valeur parmi ces deux qui est supérieure à ça? Non. On est ok? C'est-à-dire que là, dans tous les cas, on va avoir ça. On va avoir notre QI observé qui va être supérieur au QI théorique. Donc là, dans ce cas-là, on rejette ou on accepte l'hypothèse H0? On rejette l'hypothèse H0. Donc il n'y a pas d'indépendance. Enfin, il n'y a pas d'indépendance entre les deux variables. Donc les deux variables dépendent. Elles sont dépendantes. C'est-à-dire que là, attendez, je galère à remonter. C'est-à-dire que là, le droit, l'économie, l'aide, sciences, santé, UT, elles vont dépendre de ça. D'ailleurs, là, tout à l'heure, je me suis trompé, il y a dépendance. Là, on a une étude. Donc là, dans ce cas-là, on va faire... en fait, là, on vous donne... Donc si on vous dit là, par exemple, exercice 2, imaginons que la première question, ça aurait été quel type d'étude faudrait faire. Bah, vous descendez un peu, vous regardez le sujet, vous voyez qu'il y a profil quelque chose, donc vous justifiez que c'est une AFC, d'accord, tout de suite. Bien sûr qu'on aurait pu faire une ACP là-dessus aussi, parce qu'une ACP, on peut la faire... quand on peut faire une AFC, on peut forcément faire une ACP aussi. D'accord? Parce que de toute façon, à l'intérieur, on aura tout le temps des chiffres. On est un peu dans le même cas que tout à l'heure, c'est-à-dire que là, on a une variable avec des modalités, là, on a une variable avec des modalités. D'accord? Mais à l'intérieur, on n'a pas forcément... on n'a pas forcément des effectifs. C'est-à-dire que là, on a des années, on a des heures. Donc du coup, là, on ne va pas pouvoir faire une AFC comme ça, parce que toutes nos données ne sont pas qualitatives. Donc là, la première question, c'est quel type d'analyse de données quel type d'analyse de données à effectuer? Pourquoi? Bah, du coup, là, c'est l'ACP. Ok, parce qu'on a des variables quantitatives qui sont toutes de même importance. La deuxième... du coup, j'ai sauté une question. La première question, c'était quel titre peut-on donner à cette étude? Bah, on voit que là, on va dire logement, coût, revenu, on va dire que c'est la qualité de vie, d'accord? Et là, on a les pays européens, on a des pays, que des pays européens. Donc on va dire que le titre, on peut dire que c'est la qualité de vie dans chaque pays européen. Okay. Dites la variable, une grande variable qui est là, et une grande variable qui est là. Doit-on faire une analyse centrée ou centrée réduite? Quelqu'un sait répondre ou pas? C'est parce qu'en fait, dès que les variables, dès que les données à l'intérieur, elles ont des unités qui sont des ordres de grandeur qui sont vraiment différents. C'est-à-dire que là, on va avoir des 30 000 et des 0,09. Il va falloir absolument centrer. Donc dans tous les cas, on centre les données, mais il va falloir les réduire, c'est-à-dire tous les mettre sur un intervalle entre -1 et 1. Donc la formule de centrer-réduire,
c'est-à-dire que notre matrice XS, ça va être égal à quoi? Chaque valeur à l'intérieur, ça va être égal à quoi? C'est égal à notre valeur de base, moins la moyenne sur l'écart type. Si on avait juste centré, on aurait fait juste x moins la moyenne. Ok. Donc ça, c'est des formules qui peuvent juste vous demander de balancer comme ça, mais on vous demandera jamais de calculer la matrice sans réduite de ça. Tu vois. Enfin d'ailleurs, je crois on nous la donne ici. Ok. Donc là, on voit bien que tous les coefficients, ils sont compris entre moins 1 et 1. C'est-à-dire que là, les valeurs qu'on avait au début qui variaient, par exemple là en rêve, il y avait des 30 000 et là, omis, il y avait des 0,09. Là, on voit qu'ils sont rêves ou même sur la même échelle. Okay, donc là, il nous donne pareil, maximum, minimum, écart type, moyenne. Donc c'est comme ça qu'on calcule cette matrice-là. La question d'après, analyser la matrice des corrélations. Chercher les fortes corrélations et les fortes anti-corrélations. C'est-à-dire que tu en as, ça va être quand c'est supérieur à 0,5 et ça va être quand c'est inférieur à moins 0,5. Donc là, pareil, là, vous pouvez le faire sur tout le tableau. Donc là, si on commence par exemple pour faire les fortes corrélations, on va avoir 0,09 ici. Mais vous voyez que là, on a des 1 sur la diagonale. Parce que forcément que SAN et SAN, avec lui-même, il est corrélé au maximum. D'accord? Donc chaque variable avec elle-même, elle est corrélée au maximum. D'accord? C'est-à-dire que là, en plus, cette matrice-là, elle est symétrique. C'est-à-dire que là, on a la même valeur, là, on a la même valeur. Donc ça sert à rien d'étudier les fortes corrélations et les fortes anticorrélations sur tout le tableau. D'accord? On va le faire juste sur la partie basse ou la partie haute du tableau, puisque de l'autre côté, ça va être la même chose. Donc du coup, si on continue à sélectionner, c'est pas très compliqué, hein, il y a juste à surligner. Dites-moi si j'en oublie, mais les fortes corrélations, je crois que c'est tout sur les fortes corrélations. Et pareil, vous faites pareil pour ce qui est inférieur à 0,5, donc vous en avez une ici, Enfin, comme petite phrase de conclusion, que OMI et SAN, OMI et rêve, OMI et trucs sont fortement corrélés, et là tu as des petites corrélations entre lui et lui, enfin voilà. Vous faites juste une phrase à la fin pour dire ça. Ok ? Donc une fois que vous avez la matrice des corrélations, vous diagonalisez, etc. et vous obtenez les valeurs propres qui sont là. Combien il y a... Donc là, la question, j'allais vous dire combien il y a de valeurs propres, mais on le voit tout de suite, mais pourquoi il y a 10 valeurs propres? Enfin, si on vous demande pourquoi il y a 10 valeurs propres... Parce qu'il y a 10 variables. Voilà, c'est parce que le nombre de valeurs propres, c'est égal au nombre de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Au nombre de colonnes. Donc la question suivante, c'est... Donc déterminer les axes d'étude. Quelle est la part de l'information qui sera perdue? Représenter les cercles. Okay. Bon, du coup, c'est le truc typique d'une ACP, pardon. Donc là, si on analyse les axes d'étude, on va pas tous les faire. Hein. Mais si on fait par exemple juste l'axe 1, on est d'accord qu'on va faire 3,789. C'est-à-dire que notre lambda 1, la somme des la somme des valeurs propres, ça vaut la trace de cette matrice-là, de la matrice des corrélations. Sauf que la trace de la matrice des corrélations, c'est la somme de sa diagonale. Donc c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Donc ça fait 10. Okay, donc là, vous mettez 10. Okay, c'est la somme des lambda I égale trace de R égale 10. Donc là, vous faites x 100 et vous obtenez 38%, quelque chose comme ça. Okay, donc faites pareil, et donc à la fin vous allez avoir l'axe 2 qui est égal à 25%, je crois, et l'axe 3 qui est égal à une dizaine de pourcents. Donc du coup vous avez un total, par exemple, imaginons que la somme de ces trois pourcentages, ça fait votre QGE. C'est comme ça qu'on vous calcule votre qualité de représentation de l'information. Donc là, l'information elle va être représentée à peu près à 75% si vous faites la somme de l'axe 1, l'axe 2, l'axe 3. Si vous avez, en fait, vous arrêtez, on peut continuer, hein, on aurait pu prendre l'axe 4, l'axe 5, l'axe 6, mais dès que la QGE, que la somme, ça fait 75%, et ça dépasse 75% ou ça arrive à 75%, vous arrêtez. Donc vous dites, on peut se contenter de l'axe 1, l'axe 2, l'axe 3. Donc là, on passe de 10 variables à 3 facteurs, c'est pas mal quand même. Donc du coup, là, on perd 25% de l'information.
D'accord. Mais ça, sur une AFC, sur une ACP, pardon, c'est correct. Ok. En général, c'est le pourcentage moyen qu'on perd sur une ACP. Ensuite, la matrice des saturations, qui est ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on a 3 axes. Donc toute cette partie-là, on va pas... Enfin, la barrez pas quand le jour du DE, mais là, pour vous capter, faut pas l'analyser, quoi. Et là, on va juste pour chaque axe. La matrice des corrélations, elle représente pour chaque axe, donc c'est-à-dire que nos 3 axes qu'on a sélectionnés, nos anciennes variables qui étaient sur nos colonnes. Donc on va voir quelle variable est sur quelle colonne. Donc là, on voit bien que la première, elle est sur le premier axe. À chaque fois, on surligne la plus grande valeur. D'accord? Donc là, pareil, on a notre plus grand axe, notre plus grande variable, elle est ici, 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 ici. Que ça soit positif ou négatif, c'est juste les variables qui sont le plus proches de 1. Les valeurs qui sont plus proches de 1 ou moins 1. Okay. Donc là, on a sélectionné nos valeurs. Donc là, on peut dire que l'axe 1, c'est l'axe de SAN, de rêve, de espérance de vie, de OMI et de temps. Enfin, TEMPS. Ok. L'axe 2, c'est l'axe de EMP, Cholo et Instr. Et l'axe 3, c'est pollution et écolo. Okay. Donc je sais pas ce que c'est les abréviations, mais vous avez capté. C'est ok pour tout le monde ou pas l'analyse de la matrice des saturations? Donc du coup, après, ce que vous pouvez faire, c'est tracer même des cercles. Donc vous allez tracer un cercle. Enfin ça, vous les avez vus normalement au cours. Vous allez tracer 2 cercles. Un qui va là, qui est l'axe 2. Un qui va là, qui est l'axe 1. Vous allez pouvoir tracer un deuxième cercle, du coup, parce que si on avait que 2 axes, on se serait contenté de ça. Mais là, on a plusieurs axes. Donc là, vous remettez l'axe 1 et là, vous mettez l'axe 3. D'accord? Et là, vous placez vos valeurs sur les 2 axes. C'est-à-dire que là, si on place par exemple la première valeur, SAN, sur l'axe 1, elle a 0,9, donc elle est par ici. Et sur l'axe 2, elle a 0,129, donc elle va être ici. D'accord? Donc là, si je place. Donc après, il vous demande de faire ça. Donc vous faites ça pour toutes. Enfin, on va pas le faire là, parce que vous avez capté le truc ou pas? Vous faites ça pour toutes les variables. En fait, ça, vous en servez de coordonnées. C'est bon ou pas? Et après, vous faites pareil avec l'axe 1 et l'axe 3, ici. Bon, donc du coup, vous avez vos axes. Et dernière matrice, c'est tableau des composantes principales. Là, l'idée, donc on a nos coordonnées, les QLT de chaque, donc là les individus, chaque pays. Donc là, on dit que, bon là, il a une QLT pas très grande, lui, sur l'axe 1, mais lui, il représente bien. Il est bien représenté ici. D'accord? Donc là, vous allez sélectionner, en fait, sur ce tableau-là, tous les individus qui ont une bonne QLT, une QLT sur les 3 axes, et des coordonnées extrêmes, c'est-à-dire qu'ils vont se rapprocher le plus de -1 ou de 1. Et les cumulés, c'est les QLT cumulés. C'est-à-dire que là, il va être représenté à 0,109. Là, on fait 0,109 plus 0,346 qui fait 0,454. Et là, pareil. Okay. Donc là, si on sélectionne les individus, on va pas tous, on va faire que pour l'axe 1, par exemple. Pour l'axe 1, ceux qui ont une bonne QLT, on voit qu'il y en a un qui est ici avec des coordonnées extrêmes. On voit qu'il y en a un autre ici. Il y en a un autre là. Il y en a... D'ailleurs, les coordonnées peuvent être supérieures à 1. Enfin, ça peut arriver, c'est pas grave. C'est rare, mais si ça arrive, c'est pas anormal. C'est juste que là, sur votre axe, si vous avez posé votre 1 ici, et ben vous placez le coordonné à l'extérieur du cercle, c'est pas grave. Donc là, si vous continuez à sélectionner quelques individus, là, on les a quasiment tous sélectionnés. Donc là, on voit qu'on n'a pas énormément non plus. Donc là, après, vous sélectionnez ces individus qui ont des coordonnées extrêmes et des QLT importantes, et vous allez refaire pareil, deux cercles comme ça. Vous n'êtes pas obligé de faire un cercle dans ce cas-là, vous pouvez faire juste un graphique, un graphique comme ça, axe 1, axe 2. Axe 2 et un autre graphique, axe 1, axe 3. Ok. Et donc pareil, vous représentez en fait les coordonnées. Vous n'allez pas tous les représenter parce que votre graphique ça va être vite n'importe quoi sinon. Vous représentez juste ceux qui sont pertinents à représenter, ceux qu'on a surlignés du coup. Ok. Et une fois que vous avez fait ça, pareil, vous mettez que, une fois que vous les avez placés sur ces axes-là, d'ailleurs les axes je les ai fait que positifs, mais ils sont comme ça.
une fois que vous les avez représentés sur ces axes-là, et ben vous pouvez dire, voilà, vous avez analysé. Donc ça, c'est analysé. L'axe 1, il représente ça, l'axe 2, il représente ça. Donc là, si vous avez si vous avez l'Autriche ici, par exemple, c'est-à-dire que l'Autriche, il fait partie des pays qui contiennent ces variables-là. Et là, vous récupérez au début ce qu'il y avait dans le tableau ici, et vous pouvez faire votre interprétation. Voilà, le DE, on l'a survolé un peu, mais on a passé un peu de temps au début pour le test d'indépendance. Mais du coup, on a fait les 3 sujets du cours, quoi. ACP, AFC et test d'indépendance. Moi, j'ai une question sur le test d'indépendance. Ouais. Du qui 2. Genre, pour réfuter l'hypothèse, genre sur le tableau, le X, enfin le qui 0, 995. Comment on sait qu'il faut choisir lui ou pas un autre? Du coup, là, en fait, ce qu'on a fait au début, c'est qu'on avait un qui 2 observé, ici, qui est égal à 2,68, ok? Et on avait un degré de liberté qui est égal à 2. C'est-à-dire qu'on a pris la deuxième ligne. Ok? Donc ça, c'est le degré de liberté ici. Donc le degré de liberté, c'est bon ça. Et après, là, ici, ça va dépendre du pourcentage d'erreur de se tromper dans ce qu'on dit. D'accord? Si on accepte l'hypothèse H0, si on accepte l'hypothèse H0, il n'y a pas de pourcentage. C'est que si on la rejette, on va dire, voilà, il y a 20% de chance que je me sois trompé en rejetant l'hypothèse H0. D'accord? Et l'idée, c'est de diminuer au maximum ce pourcentage d'erreur. D'accord? Donc si on peut être de ce côté-là, parce que là, le pourcentage d'erreur, il est de 0,05%. Donc du coup, l'idée, ça va être de se rapprocher du maximum d'ici. Sauf que là, on voit que si on se rapproche d'ici, on ne peut pas rejeter notre hypothèse. Parce que notre qui 2 observé, il n'est pas supérieur à notre qui 2 théorique. Donc du coup, on va passer au celui d'à côté. On va dire, voilà, bon là, on a 1% d'erreur. Mais bon, là, ça marche toujours pas. On va passer à côté. Pareil, là, on a 2,5% d'erreur. Là, ça marche toujours pas. D'accord? Donc, on va faire ça sur le côté. Et on voit que... Enfin, là, c'est la limite. Ok? Si on continue là, c'est-à-dire là, même là, si on prend 25% d'erreur, on peut toujours pas rejeter notre hypothèse H0. D'accord? Donc, il faut prendre 50% d'erreur pour pouvoir la rejeter. Donc, t'imagines, si tu vas pas dire je rejette l'hypothèse H0, mais j'ai 50% de chance de me tromper. En fait, à partir du moment déjà où tu dépasses 5-10%, c'est beaucoup déjà. Tu rejettes jamais une hypothèse avec 25% en général. Donc du coup, c'est dans ce cas-là que tu dis, du coup, l'hypothèse H0, on l'accepte. Après, le seuil de risque, on peut te le donner. Hein. On peut te dire, voilà, prends un seuil de risque, et puis si on ne te le donne pas, prends le plus petit possible. Tu vois? Si tu arrives à prendre un seuil de risque de 5%, ça valide. Tant mieux, tu rejettes ton hypothèse. Mais si au lieu de prendre un seuil de risque de 5%, tu peux prendre un seuil de risque de 1%, voire de 0,05%, et prends le seuil de risque, parce que du coup, tu auras un pourcentage de te tromper qui sera très très faible. Ce qui est important, c'est que le pourcentage de te tromper, tu peux dire qu'il y a un pourcentage de te tromper que dans ce cas-là. Quand tu acceptes l'hypothèse H0, tu peux pas affirmer ça. Ok? Tu peux pas dire j'accepte l'hypothèse H0 avec 30% de chance de me tromper. C'est pas, tu dis juste j'accepte l'hypothèse H0. Quand tu rejettes ton hypothèse H0, par contre, tu dis on la rejette, on rejette l'hypothèse H0 avec 1% de chance d'erreur.